Tu avais quelque chose à ajouter sur Wobbler ou non? Donc visiblement le sujet intéresse parce qu'on est en trending topics sur Twitter, sur les radios de zéro. Et donc j'ai noté que Webmarketer qui est dans la salle a vu que j'avais promis une soirée interactive. Donc c'est maintenant que la soirée interactive elle commence. Donc c'est à vous de poser les questions que vous avez envie de poser. Je vous passe le micro, je passe là-bas. Ça démarre vite. D'habitude il y a toujours un temps d'attente, mais là c'est parti. Bonjour, Laurence Piasco, je travaille pour une société de veille média. On parlait tout à l'heure, donc c'est plutôt une question qui s'adresse à RTLNet et à Radio France. On parlait de la monétisation, valorisation des contenus. Depuis des années, les entreprises de veille média rediffusent des contenus à leurs clients. Donc, les plus grosses sociétés de veille média, Kantar Media, l'Argus de la presse. Il y a eu peu d'intérêt jusqu'à présent de l'audiovisuel, des radios, pour faire payer justement, recevoir les redevances, puisque les entreprises de veille média font leur beurre en rediffusant des contenus, de la presse, de l'audiovisuel. Comment aujourd'hui vous vous positionnez justement, on parle, monétiser grâce à la publicité c'est une chose, mais il y a de la rediffusion tous les jours vers 20 000 clients des entreprises, des administrations qui consomment des petits morceaux de vos émissions et qui payent très cher à ces sociétés de veille média. Comment vous vous positionnez aujourd'hui? Oui. Alors, donc c'est un sujet qui est très très vertical. Donc on va essayer d'apporter une réponse. Parce qu'en fait, là, si je me souviens bien, c'est pas quelque chose qui est géré en gestion collective. C'est des accords qui sont passés avec des sociétés qui redistribuent. Donc c'est des accords de distribution. Il n'y a pas toujours en fait. D'accord. Mais ce que je dois comprendre, c'est que vous êtes candidate pour nous verser une redevance ou j'ai pas bien compris c'est quoi le sens de votre question en fait? Parce que alors en fait on sollicite les médias. Oui, alors autant mais les nous on est ravis, on distribue parce que ça nous permet d'être écoutés chez les décideurs. Non, autant les éditeurs de presse sont à l'affût de revenus complémentaires, autant l'audiovisuel, il y a eu pendant des années, oui, on est content si c'est repris, ça fait parler de notre média, oui, c'est bien, donc sans vraiment une demande de rémunération. Non, alors il y a deux choses. D'abord, point 1, ça tient au modèle, au modèle économique et au mode initial organique de diffusion. Dans un cas, vous avez de la diffusion payante, donc du coup, la redistribution, la presse écrite peut s'apparenter à de la cannibalisation à juste titre, ce qui oblige effectivement à des négociations qui sont... Et par ailleurs, le contexte de la presse écrite, ça vous a pas échappé, est légèrement tendu. Donc c'est vrai que ça c'est le point. Le point 2, c'est que nous, on est gratuit pour l'utilisateur, donc de fait, il n'y a pas de préjudice à être redistribué gratuitement, même à travers une valeur ajoutée créée par donc une société qui valorise. Voilà. Et par ailleurs, dans le cas du service public, le produit est déjà payé. Il est payé par vous. Donc en fait, on ne va pas vous faire payer 3 fois. Voilà. Donc néanmoins, on est toujours très regardant sur la façon dont les droits de nos émissions sont utilisés pour une simple raison, c'est qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Et ça, c'est important de le dire, et ça, c'est un avantage qu'on a par rapport à la télévision, c'est que la radio a l'avantage inouï de gérer ses propres droits. On est producteur à 100% de tous nos contenus. Et on a des accords avec les sociétés de droits voisins qui sont plutôt bons, et d'ailleurs, pour Radio France, on a des accords sur toute la redistribution des podcasts musicaux, etc. Et donc, si on nous confère des droits, eh bien, on doit être responsable dans cette distribution. Mais dans le cas que vous citez, on est quand même sur une utilisation B2B très spécifique. C'est uniquement B2B, oui. Et nous, c'est géré par le service de la documentation qui gère tout ce qui est archivage et distribution. Et je ne crois pas, à court ou moyen terme, qu'il y ait d'ambition à monétiser ça de manière très directe. En tout cas, pour le B2B. D'accord. En fait, il y a l'article L216.1 de Code de la propriété intellectuelle qui donne des droits voisins aux sociétés, c'est peut-être ça auquel vous faites allusion, et qui est géré de manière collective par l'ANGOA, notamment. Et là, on a perdu tout le monde. Voilà. Non, mais c'était des droits voisins, les gens commencent à regarder leur montre. Non, mais c'était une question juridique verticale.
Merci en tout cas. Mais qui n'est pas exploité aujourd'hui. Juste peut-être un dernier point là-dessus. Il y a une autre raison qui fait que les radios n'ont pas été très proactives sur le sujet, je pense, c'est le mode de mesure de l'audience des radios. C'est un mode de mesure déclaratif, donc à médiamétrie, des gens qui sont interrogés tous les soirs. Donc c'est du top of mind. Ça veut dire qu'il faut que les gens se souviennent d'avoir été en contact avec la radio. Et du coup, les radios ont effectivement été longtemps assez laxistes là-dessus, parce que le but, c'est qu'on ait un maximum de reprises et de gens qui puissent nous écouter. Donc on n'est pas trop regardant là-dessus au départ, à cause aussi du mode de mesure médiamétrie. Bonsoir, Boris, je travaille à l'agence digitale La Net Squad. J'ai 2 questions rapides. La première pour Radio France. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que sur, me semble-t-il, si j'ai bien compris, sur Spotify et YouTube, il y avait peu de recommandations de contenu et que finalement les auditeurs regardaient ou écoutaient toujours le même contenu. C'est pas mon utilisation de Spotify, justement, il y a des fonctions Discover sur YouTube, il y a énormément de contenu et justement j'ai l'impression qu'on peut en trouver beaucoup et qu'il y a un champ des possibles très très ouvert. Donc j'ai peut-être pas compris ce que vous voulez dire. Non, mais je vais assumer carrément. C'est-à-dire qu'en fait, là on vous parle, je parlais d'RF8, c'est un produit éditorial qui fait vivre dans le champ linéaire de la prescription fabriquée par, on utilise le terme de filtrer à la main, c'est fabriqué par des vrais gens qui proposent des choses selon des critères basés sur la créativité, l'expérience, l'envie, le professionnalisme et tout un tas de trucs qu'on ne peut pas résumer en algorithme. Quoi qu'il arrive, dans une société d'algorithmes, et ça propose plein de trucs fascinants, les algorithmes, ça permet de faire des suggestions, ça permet de faire de la mise en relation, ça permet de faire plein de trucs, mais il y a un truc que ça fait pas, c'est faire des choses contre justement les logiques des algorithmes. Ça permet, quand vous écoutez FIP, vous découvrez des choses, et c'est une radio qui est faite à la main, par bloc de 3 heures, chaque programmateur, 6 programmateurs font 3 heures de programme frais par jour, et vous allez écouter des choses, il y a des associations qui sont faites, qui ne peuvent pas être résumées par un algorithme. Donc c'est vrai que ce n'est pas contradictoire, on peut tout à fait, dans des bases de catalogue, retrouver des choses par la sérendipité et la magie de l'hypertexte, moi j'y crois, pas de problème, je le fais moi-même. On peut retrouver plein de trucs par la magie, je dirais, de la prescription sociale. Hop, vous importez votre Open Graph et puis vous voyez toutes les écoutes de vos amis. Mais vous voyez pas aussi ce qu'eux veulent pas que vous voyez, parce qu'il y a des gens qui écoutent des trucs honteux. Par exemple, ils ont un Michel Sardou, ils veulent pas que ça se sache, donc ils vont pas l'écouter, etc. Et puis vous avez aussi, et ça c'est le cas de tout le monde, plein d'amis qui ont des goûts de chiottes, et donc vous n'avez pas forcément envie d'écouter ce qu'ils écoutent. Or, la force en fait de la radio, c'est qu'elle est capable de proposer des choses selon autre chose que la prescription marketing ou l'algorithme. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur, ça veut dire que c'est complémentaire. Et donc, c'est vrai que ce qu'on propose, et RF8, vous avez des playlists de 8 titres, vous pouvez les écouter sur le site, et vous pouvez aussi les importer dans YouTube, dans Spotify, dans Deezer. On propose, du coup, on est très compatible avec tous ces usages, on ne fournit pas le fichier, on fournit la découverte, en fait, d'un univers musical arrangé dans un ordre et commenté par quelqu'un. Et c'est autre chose. Pandora aujourd'hui ou iTunes Radio aux États-Unis ont des taux de consommation qui sont extraordinaires, qui concurrencent très fortement la radio, mais le marché radio américain n'est pas le même que le nôtre. On a toujours quelque chose à défendre. Ça n'est pas contradictoire, mais c'est différent et ça a une force importante, notamment dans un monde où on a principalement de la recommandation automatique. Merci beaucoup pour cette réponse. Moi, je trouve que c'est très bien que vous fassiez ça. Il me semble quand même que sur YouTube, il y a des playlists et de la même manière sur Spotify, les utilisateurs eux-mêmes peuvent faire ce contenu curaté à la main. Bref, mais c'est très bien. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais de la même manière que les blogs, tout le monde peut publier, mais tout le monde est pas Simone de Beauvoir. C'est-à-dire que, et dans la même manière que tout le monde peut faire des playlists, et tout le monde n'a pas le savoir-faire d'un programmateur. Moi, encore une fois, c'est vrai que ce qu'on vit, nous, nos maisons, nos vieilles maisons, elles ont un intérêt, c'est qu'il y a des gens compétents. Mais la compétence, elle est aussi dans le public. Moi, je suis la notion de participatif, etc. Elle est aussi dans le public. La force d'un média, c'est que la compétence, il y a une intersection qui est faite entre la compétence et le côté fédérateur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le fait,
avec une compétence de toucher le plus grand nombre. C'est ça qui est dur, parce que faire une playlist de 8 titres, tout le monde sait le faire. C'est faire une playlist de 8 titres tous les jours qui parle au plus grand nombre et qui rassemble un nombre homogène de gens, parce que la valeur, vous la faites là-dessus, sur l'homogénéité de votre audience. C'est ça que vous vendez en publicité. C'est pas 1 million de personnes, c'est 1 million de personnes qui regardent, qui écoutent le même programme. Donc c'est ça qui est important. Ça, c'est important de se rappeler ça. C'est que le non-linéaire n'affranchit pas la notion d'avoir une cohérence. Merci beaucoup. Je suis désolé, je ne vais pas monopoliser la parole. J'avais une deuxième question. Toujours sur ce rapport à la multitude, la radio, c'est un média qui permet vraiment l'expression de la multitude, justement, beaucoup plus que la presse écrite ou la télé. Moi, j'ai fait mon éducation politique en écoutant le téléphone sonne. Comment aujourd'hui vous positionnez par rapport à ça dans l'accompagnement numérique des programmes où l'auditeur est amené à prendre la parole? Comment vous faites avec le média numérique pour continuer ça, pour enrichir ça, pour augmenter ça? Est-ce que vous faites ça? Puisque la radio, c'est un média vraiment dans lequel l'auditeur s'exprime plus que ce qu'il ne fait à la télévision ou dans la presse écrite, me semble-t-il. Merci. Oui, en fait, là, honnêtement, la question de l'apparition d'Internet sur cette partie-là est neutre. La radio, c'est étonnant parce que finalement, c'est ça qu'on est en train de commencer à vivre, à découvrir, etc. Mais c'est un média qui a assez peu changé. Enfin, vous allez même d'un point de vue technologique, vous allez dans un vide-grenier, vous achetez un poste de radio, vous le ramenez, il a 40 ans, vous le ramenez chez vous, le branchez, vous écoutez la radio d'aujourd'hui, vous écoutez Radio Nova, FIP et RTL. Donc, et dans sa forme, dans sa façon de faire, c'est effectivement la même chose. Donc, il y a 40 ans, il y avait déjà le téléphone, c'est quand même une vieille technologie, le téléphone, hein, on l'envoie dans les films de Charlie Chaplin, et les gens parlaient à la radio avec le téléphone. Vous avez cité une émission qui trahit d'ailleurs le téléphone sonne, et finalement, les gens continuent à nous appeler avec du téléphone. Je vous rappelle que le taux de pénétration du mobile est quand même proche de 100%, enfin, ou je sais plus, 90%, et donc le téléphone est un vieux média moderne. C'est la même chose avec le mail, le Twitter et autres, mais pour toute façon connecter un média vocal avec quelqu'un qui parle, il faut on va dire, on est agnostique d'un point de vue technologique, on s'en fout. S'ils veulent, au Move que je dirige aussi, on prend des gens par Skype. Ils nous parlent depuis le Japon par Skype, mais ils nous appellent par le téléphone, ils nous parlent par Twitter, par Facebook, par Bobbler, par SoundCloud pour être œcuménique. On n'a pas de problème avec la technologie, mais à la fois, on n'a pas vocation à faire en sorte que 100% de nos programmes soient constitués des auditeurs. Parce que même si on est interactif, on reste quand même plus égal que les autres, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est d'abord un média broadcast, un média qui est fabriqué pour que les gens l'écoutent de manière passive. Donc on intègre, à certaines heures plus que d'autres, dans certaines chaînes plus que d'autres, de la parole. On l'a toujours fait et on continuera à le faire. Et je ne crois pas qu'il y ait un déterminisme technologique sur le sujet. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Tristan. Si, je ne sais pas si la question portait juste sur Radio France, que comme vous êtes fan P1 du téléphone sonne, je ne sais pas. Non, chez nous, pour donner une réponse concrète là-dessus, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, je parlais de Carrefour, de radio amplifiée, de caisse de résonance. Notre façon de le matérialiser aujourd'hui, elle est double, elle est vis-à-vis de l'auditeur, avoir cette page qu'on a créée donc sur le live, qui permettent de remonter, donc toutes les remontées sociales et toute l'interaction finalement qu'il peut y avoir avec les auditeurs remonte sur cette page, et en même temps on en profite pour également mettre en avant les contenus officiels que nos équipes produisent, nos équipes émissions notamment et nos têtes d'affiche. Donc vous avez en colonne centrale le contenu officiel et sur la colonne de droite toutes les contributions sociales, et pour maximiser l'interactivité avec l'auditeur là-dessus, dans les studios également, nous avons installé des écrans où les équipes d'animation et donc les gens qui sont à l'antenne, les journalistes, les animateurs, ont sous leurs yeux cette relation avec l'auditeur. C'est nouveau, hein, ça n'existait pas il y a encore quelques mois. Ont sous leurs yeux, du coup, en permanence, le fil de l'ensemble des remontées en provenance de Twitter et de Facebook. Donc ça s'incarne aussi comme ça, très concrètement pour nous. Je vous donne une petite adresse, si vous voulez, parce qu'on avait mis une console en place il y a 2 ans qui marche encore. C'est twitter.radiofrance.fr. A priori, et en fait on a la même chose, et c'est accessible depuis l'extérieur aussi, c'est chaîne par chaîne toutes les remontées et l'interaction. Est-ce qu'ils s'en servent en studio? Est-ce que tu arrives à convaincre les journalistes radio et les équipes d'animation? ça nous a servi à évangéliser, ça nous sert à comment dirais-je, à faire
démos trendy, mais ils utilisent surtout des outils desktop comme j'ai plus le nom, ce logiciel qui ouais, ou de suite ou TweetDeck, voilà, merci. Ils utilisent principalement ça parce qu'en fait en studio ils ont la conduite d'antenne et en général il y a un deuxième poste où ils ont directement les remontées comme ça. Ouais, bonjour, je vais revenir sur les trucs que vous avez dit au début. En étant un peu provoquant, vous dites la radio, ça marche bien, tout va bien. L'industrie du disque, entre 98 et 2002, le chiffre d'affaires a progressé de 15%, tout allait très bien aussi, quoi. On n'a pas dit qu'on faisait rien, hein, nous. Alors, non mais ils faisaient des choses à l'époque. Eux aussi, ils faisaient des choses et ils pensaient qu'ils allaient contrôler leur réseau de distribution, ils montaient des plateformes de vente de musique, etc. Finalement, ma question c'est un peu ça, c'est que si on regarde la radio aujourd'hui, qu'est-ce qui fait votre force? Il y a deux choses. Il y a vos marques, en effet, et il y a votre réseau de diffusion. Vos marques, elles sont super. Il y a nos programmes aussi, il ne faut pas l'oublier quand même. Ce qui fait la valeur des entreprises, c'est ça. Alors, et il y a vos programmes, ça c'est la force qui vous restera peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans, une fois que vous n'aurez plus le réseau. Moi je suis assez étonné, Joël, par vos propos, de dire le réseau on l'aura toujours. La 4G va permettre la 4G ou la 5, à un moment, n'importe quel individu, comme c'est le cas sur Twitter aujourd'hui, qui peut être retweeté 10 000 fois, pourra, parce qu'il envoie un son avec son téléphone, être rediffusé à des millions de personnes. Le broadcast pyramidal, à ma connaissance, à moins que je me trompe, mais à ma connaissance, à 10 ans, c'est une certitude, c'est mort, ça n'existe plus. Donc cette force que vous avez en tant que radio, celle-là, vous l'aurez plus. Parce que moi, demain, j'allume un émetteur de 12 kW à Paris, j'ai des auditeurs, nécessairement, parce que j'ai le réseau. Donc, je pense que ça, c'est un truc, j'ai l'impression que c'est un truc que vous voulez pas vous dire, quoi. Le réseau, vous l'aurez plus. Moi, ça me semble à peu près sûr. Après, les marques, comment vous allez développer, et la radio, qu'est-ce qu'elle va devenir? Parce qu'en effet, la radio, c'est le sonore. On voit que le sonore revient. Moi, je suis ravi de votre initiative Bobler. Moi, j'ai branché un répondeur téléphonique directement sur un émetteur dans les années 80. Les gens pouvaient téléphoner, ils étaient directement diffusés à la radio. Ça fait 35 ans, c'était très moderne. Bobler, c'est un peu ça, finalement. C'est un peu pareil. Tant mieux, c'est très bien. Qu'est-ce que vous faites pour le son? Parce que faire du texte, c'est bien, faire de l'image, c'est bien. Mais finalement, la force de la radio, c'est quand même le son. Est-ce que vous avez vu le film de Spike Jonze, là, récemment, Her, qui remet en avant le son, qui remet en avant cette interface sonore? Est-ce que c'est pas d'abord la technologie qui va sauver la radio, plutôt que les marques de radio ou vos programmes? En fait, c'est ça ma question. Est-ce que c'est pas la technologie qui va sauver la radio avant ce que vous faites vous? Il y a plein de questions. Je vais répondre sur la dernière partie. Oui, la radio, c'est un vieux média et avec une vieille techno. Et paradoxalement, c'est aussi presque ça qui le sauve. C'est-à-dire que c'est simple. On est paradoxalement bien défendu par la simplicité biblique de l'analogique. Mais ça ne durera pas parce que il n'y a qu'à regarder. Enfin, moi, j'ai une fille de 10 ans. La façon dont elle consomme la musique et dont elle consomme les médias au sens large, il suffit de regarder dans 3 ans. Elle a 10 ans. Dans 3 ans, elle est dans les panels 13-24, etc. Et là, aujourd'hui, je regarde comment elle consomme. Et effectivement, quand je raconte cette anecdote, je vais encore l'infliger, mais tant pis, je vais quand même dire, je lui ai acheté un iPod, je lui mets Spotify dessus. Elle avait 10 ans, elle avait bien travaillé à l'école. Je lui dis voilà, je suis un père trendy, je mets Spotify à ma fille. Moi, quand j'avais 10 ans, j'aurais eu Spotify. Mais moi, enfin, je sais pas si j'ai 42 ans, j'aurais eu Spotify avec tout ce que ça impliquait. Pour écouter la musique, on s'échangeait des 33 tours. Enfin, c'est pas il y a si longtemps, quoi. Bon, je lui montre. Elle regarde, elle fait mais il n'y a pas d'image. Genre, mais ton truc, c'est ringard. Elle va sur YouTube. Et effectivement, 10 minutes après, elle était dans sa chambre en train de chatter sur Skype avec donc une copine d'école. C'est-à-dire qu'elle a besoin de la conversation. Donc c'est vrai que la façon dont les gens consomment va impacter. Néanmoins, c'est simple. On le branche, ça marche tout de suite, ça consomme pas beaucoup d'énergie, parce que c'est aussi sympa. Vous écoutez 1 heure d'émission sur un poste donc FM à pile. Il n'y a pas de problème, vous pouvez écouter, vous n'allez pas impacter trop les réserves énergétiques. Si vous écoutez 1 heure d'émission en stream avec cet appareil, il va être tout chaud et il n'y aura pas de batterie. Déjà qu'en fait, il faut le recharger 5 fois par jour, ça va être compliqué. Donc il y a aussi cette question-là. Bon, c'est rustique, donc ça marche. Mais ça ne sera pas éternel, je suis d'accord avec vous.
Et effectivement, la FM, c'est un truc qui date de 30 ou 40 ans. En France, c'est à peu près 30 ans, grosso modo, en grand public, avec l'apparition des radios libres. Et c'est vrai que c'est la stéréo, on trouve ça super, mais ça reste grégaire, finalement. Parce que c'est gauche-droite. Dans la vie, en réalité, on n'est pas gauche-droite, on est entouré. Bon. La télé a eu l'HD, le son multicanal, le 16/9e. Bon, et nous, on est resté avec notre stéréo. Donc c'est vrai qu'on se dit, c'est pas juste. On doit quand même travailler pour augmenter technologiquement. Ce qu'on fait. Donc qu'est-ce qu'on a comme perspective? Effectivement, le 5.1 ou le binaural. Là-dessus, on travaille. C'est donc l'écoute au casque qui restitue une sensation spatiale. Avec France Télévisions, on a monté un consortium avec Orange, France Télévisions, Radio France pour travailler là-dessus. On produit des contenus en binaural et en multicanal, en stream, écoutables en mobile. On a un site qui s'appelle Nouveau Son, novoson.radiofrance.fr, dans lequel on produit des contenus dans ces formats-là. La BBC aujourd'hui, pour une de leurs radios, diffuse ils ont un traitement de signal numérique qui virtualise en fait l'écoute au binaural et qui permet effectivement d'avoir une forme de HD. Bon. Ça, c'est à la fois, c'est assez contradictoire, enfin complémentaire. D'un côté, la simplicité du format sonore le rend du coup universel. Enfin, France Info, par exemple, si je vous demande dans la salle, personne ne le sait, France Info est une chaîne qui est en mono. C'est un produit mono, simple, personne ne sait que c'est pas en stéréo, parce qu'on n'a pas besoin de la stéréo pour écouter quelqu'un qui parle dans un micro. Et effectivement, de l'autre côté, la HD nous permettra de continuer à rester au contact du public. Pourquoi la télé continue à toucher le public? C'est qu'elle s'est modernisée, elle s'est numérisée, elle a proposé autre chose. Regardez un poste de télé il y a 10 ans et aujourd'hui, et c'est vrai que c'est quand même l'expérience quand même meilleure. En radio, on devra faire ça aussi, ça suppose de produire, de distribuer, etc. Après, sur l'histoire, mais là, c'est un point de désaccord, c'est pas le réseau qui nous sauve, c'est la capacité de toucher directement le public. Et on va continuer à travailler là-dessus, parce qu'en fait, il y aura de la 4G, de la 5G, et si vous croyez ça fait quelques temps qu'on travaille avec les opérateurs dans cette perspective. Et s'il y a effectivement des possibilités de broadcast par la 4G et la 5G, et il y en a, de toute façon, elles seront effectivement utilisées dans un cadre spécifique, et on sera forcément utilisateur pour distribuer nos contenus. Mais là aussi, on est agnostique. C'est-à-dire qu'on soit distribué par TDF ou par Orange, au final, c'est qu'on produit, on diffuse et on produit un flux linéaire, passif, qui arrive chez les gens. Et ça, croyez-moi, c'est pas demain la veille que Jean-Michel, dans son garage, va pouvoir fabriquer et diffuser au monde entier un produit 24/24 qui est capable de fédérer. Oui, les gens peuvent fabriquer des produits chez eux et les distribuer. Non, ils peuvent pas fabriquer un produit professionnel qui produit toute la journée, qui est diffusé toute la journée. Mais non. J'entendais des gens de Radio France qui disaient ça au moment des radios pirates dans les années 70. Mais j'étais pas là, j'avais 10 ans. Donc en fait, c'est pas le problème. Mais ils ont fabriqué le même produit. Excusez-moi d'être un peu opiniâtre sur ma réponse, mais on partait d'un produit de monopole qui était effectivement un produit. Mais non, parce que c'était le même produit d'un point de vue organique. Vous aviez un flux audio de monopole et vous aviez des flux audio concédés à d'autres entreprises. Dans un marché fini, vous passiez de trois chaînes nationales plus les chaînes périphériques à un marché avec 60 chaînes en tout point du territoire. C'est pas non plus le bouleversement. À l'époque, ça nous apparaissait comme la multitude. Aujourd'hui, c'est un marché fini. Mais c'est organiquement le même produit. C'est pas la même chose que fabriquer chez vous un produit qui effectivement peut fédérer. Vous pouvez faire un produit de qualité, mais vous pouvez pas fédérer. Prenons le cas de la bagnole. Vous aviez parlé de la voiture. En voiture, c'est vrai, moi j'ai une voiture récemment, nouvelle, il y a une connexion Bluetooth, on met son smartphone et effectivement d'un seul coup, on peut écouter sa playlist par le Bluetooth. On est concurrencé. Mais il y a un truc tout con, c'est qu'on doit quand même conduire. Donc faut pas oublier que quand vous conduisez, vous pouvez pas passer votre vie à changer de sans arrêt, à chercher dans des menus, etc. L'intérêt de la radio, c'est que c'est un produit passif, et quand vous êtes fidélisé à un programme qui vous touche parce qu'il a été conçu pour être fédérateur, et derrière, vous pouvez écouter pendant 1 heure ou pendant 2 heures sans toucher un bouton. C'est ça qui fait qu'on continuera à toucher les gens. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le non-linéaire, parce qu'on distribue la radio en non-linéaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne fabrique pas des produits spécifiques destinés à être écoutés en non-linéaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne fabrique pas des offres à la demande. Mais ça veut dire que cette force-là, elle ne sera pas perdue.
Moi, j'y crois pas, et effectivement, pour l'instant, en tout cas, ce qu'on constate sur le marché, c'est que ça change pas beaucoup. Juste en un mot, pour rebondir sur votre question sur la distribution et la qualité du son, ça sera très court. Sur la distribution, j'espère qu'on n'est pas apparu arrogant, parce que justement, on a été aux premières loges pour voir ce que vous évoquiez sur l'industrie du disque. Moi, je travaillais déjà à la radio à ce moment-là, et donc on a très bien vu, et on est marqué par tout ça. Donc je pense qu'au contraire, on est très humble là-dessus, et que la distribution, ce que voulait dire Joël, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris, c'est qu'on est au contraire très attentif à essayer de maîtriser un maximum de choses dans notre distribution, et qu'on est bien conscient du fait que si on ne fait pas attention, si on ne réagit pas, et ben effectivement elle va nous échapper, alors que le broadcast a été un vrai atout pour la radio. Et quant à la qualité du son, tu l'as d'ailleurs très bien expliqué, la qualité du son, on y est aussi attentif. On a d'ailleurs des traitements de son spécifiques sur lesquels on travaille pour nos applications mobiles. On essaye d'upgrader le son au maximum des technologies, de ce que permettent les technologies aujourd'hui. Donc on est très conscient de ces deux choses-là, et je pense qu'on y travaille, et même parfois, conjointement, on a beau être concurrents, il nous arrive de nous parler là-dessus, parce que justement, sur ces problématiques-là, on sent le danger et on se parle. Donc voilà, je ne sais pas si vous ressortez rassurés, mais en tout cas, on n'est pas arrogant là-dessus. Bonjour, alors je m'appelle Rubini Mireille, je suis étudiante. Alors en fait, je vous entendais parler des radios, des mutations, c'est-à-dire le fait que la radio soit un média chaud, qu'il soit interactif, ce genre de choses. Et ça m'a rappelé en fait une émission que j'ai vue ce week-end sur les robots journalistes. Et je me demandais si dans vos émissions fil rouge où il n'y a que de la musique et des flash infos, est-ce que vous prévoyez justement mettre des robots journalistes, ce genre de choses, ou vous pensez vraiment rester, comme disait le jeune homme, sur le son? Alors là, Joël m'abandonne. J'ai pas vu l'émission, donc j'ai pas vu l'émission à laquelle vous faites référence. Là, comme ça, donc je suis désolé si je réponds à côté de la plaque, n'ayant pas vu exactement, mais de ce que vous me dites, pour le coup, vous voyez, comme ça me fait un peu peur. C'est-à-dire que je me dis que pour le coup, c'est de la radio désincarnée. C'est justement ce qu'on cherche à éviter. On cherche aujourd'hui au contraire à être prescripteur. Joël le décrivait tout à l'heure. Ce qui fait le média radio, en dehors du fait que vous le consommez de manière passive et qu'on vous amène des choses, c'est aussi la qualité de la prescription, notamment musicale, qu'on peut faire. Et c'est la qualité de ce qu'on peut amener en tant qu'humain, justement, comme valeur ajoutée à ce média. Si je commence à faire tourner des robots, je pense que là, pour le coup, on se rapproche trop de modèles où justement l'humain et la radio perd son âme là-dessus. Par contre, je vais peut-être vous décevoir, mais on a déjà des robots, on en a même beaucoup. C'est-à-dire tous les programmes et principalement la musique, sont déjà depuis plusieurs années diffusés par des robots. C'est ce qu'on appelle sélecteurs qui diffusent la musique. Par contre, il s'agit de robots, enfin c'est des logiciels avec des règles de programmation et une intervention manuelle. Bon, donc je faisais ça, c'était pour être provocateur, mais pour la production des contenus, non. Et même pour la production des contenus journalistiques ou d'autres, on ne pourra jamais les automatiser. Enfin, j'y crois pas. On peut automatiser des règles de diffusion, on peut automatiser plein de trucs, mais on ne peut pas automatiser la production des contenus, pas encore. Ou alors on fait un produit atypique, mais pas à moyen terme. Je ne pense pas qu'on y arrivera. Je voudrais savoir si vous pouvez, Radioline et Bobler, expliquer brièvement votre business model. En cannibalisant la pub des diffuseurs, mais sinon... Non. En fait, il y a deux modèles économiques. Le premier est B2C, publicitaire, tout ce qu'il y a de moins révolutionnaire. Si ce n'est que c'est autrement plus difficile d'essayer de vendre le média radio en ligne, parce que c'est pas les mêmes métriques, c'est pas la même façon de le vendre que les GRP classiques en FM. Donc on a un peu de travail pour évangéliser tout le monde, annonceurs, agences. On s'amuse à faire des livres blancs avec le geste, on fait pas mal de choses pour essayer d'expliquer ce que c'est, comment ça s'achète, pourquoi on l'achète, est-ce que c'est efficace. Donc même modèle que tout le monde autour de la table, en tout cas ceux qui n'ont pas la redevance forcément. Mais ce qui nous semble important, c'est de pouvoir à la fois être aussi bien audio que vidéo au niveau de la publicité, que pourquoi pas mettre des Google Ads, etc. Donc, c'est des questions qu'on a, c'est-à-dire qu'on est sur des supports audiovisuels. C'est comment on utilise l'image, dès lors qu'on bascule sur un modèle publicité vidéo, par exemple. On ne peut pas mettre une pub vidéo et puis écouter le flux audio derrière, donc ça pose quand même des questions pas neutres, au niveau de l'écriture radiophonique, au niveau de la façon dont on intègre tout ça, à quelle dose, évidemment.
Il y a les web radios aussi. Dans les 35 000 radios et podcasts, il y a plein de web radios qui mettent beaucoup moins de publicité, en tout cas qui aimeraient en vendre plus, mais qui ne trouvent pas forcément acquéreur. Et il y a un modèle économique très B2B. C'est-à-dire, je parlais des players qu'on a pu faire pour RTL ou Énergie il y a 4 ans. La radiovision qu'on fait aujourd'hui, on travaille avec RFI, par exemple. Donc on a ce modèle aussi de valeur ajoutée, que ce soit d'innovation ou de data. Parce qu'on est à un point central, en tout cas, où on peut observer ce que nos utilisateurs font sur un grand échantillon de radio. Et donc on peut dire si RTL est devant, Europe 1, etc., en temps réel. Donc on a des informations qui sont quand même assez précieuses et qu'on essaie de formaliser et de les valoriser comme ça. Donc un modèle économique double. Alors, moi je vais répondre à cette question qu'on me pose tous les jours quand je pitch Bobbler. En gros, une chose très importante, c'est que sur le business des social media, c'est qu'au début, il n'y a pas de modèle économique et que la valeur de la start-up et du produit, c'est son nombre d'utilisateurs. Donc c'est son audience et sa base d'utilisateurs. C'est ça qui fait la valeur du réseau. Donc là, nous, notre première mission, c'est de rendre le son social, de le rendre peut-être viral, mais pas de monétiser, c'est-à-dire pas faire de publicité pour l'utilisateur. Parce que c'est très mal vécu. La publicité audio sur du mobile est très mal vécue. Donc nous, c'est un modèle vers lequel on ne va pas du tout se diriger. Notre première mission, c'est de rendre le son social, c'est-à-dire de mettre à disposition certaines de nos API, donc certaines de nos fonctionnalités hors de l'application. Et ensuite, dans un second temps, mais ça on verra en fonction aussi de nos utilisateurs et surtout de la manière dont ils appréhendent le produit, ça sera dans un premier temps de permettre en fait, étant donné que la voix est quelque chose de très prescripteur, donc si par exemple vous avez une star qui va parler pour une marque, qui va parler de la manière dont, je sais pas, elle s'habille ou les endroits où elle va, donner directement la possibilité à l'utilisateur de par exemple commander une place de théâtre ou faire des choses directement depuis l'application Bobbler en ayant écouté ce contenu qui pour nous est un vrai média à part entière. La deuxième chose, c'est de faire de Bobbler une marketplace. Donc en fait, tout sera toujours gratuit pour les utilisateurs, mais la voix peut renouveler énormément de business. Il y a beaucoup de business qui utilisent le vocal qui sont très archaïques. Je pense déjà tout simplement, par exemple, les audioguides. Aujourd'hui, un audioguide, ça coûte très très cher à une institution culturelle, alors qu'en fait, on a un smartphone et il suffit juste de pouvoir écouter les contenus depuis son smartphone. Donc la possibilité, par exemple, pour une institution culturelle de vendre des contenus, la possibilité pour des marques, pour des instituts de sondage, de pouvoir faire directement avec le REC Bobbler, poser des questions directement à des personnes ciblées, donc par exemple en utilisant notre recorder. Voilà, il y a énormément de choses possibles qui sont renouvelables et qui peuvent créer justement un nouveau marché autour de la voix qui n'existe pas encore. Donc il y a tout ça se décline aussi justement autour de l'émergence des objets connectés. Les Google Glass, pour le coup, l'audio c'est quand même le format le plus adapté à l'utilisation des Google Glass. La voiture connectée, donc là tout à l'heure on parlait de CarPlay, et tous les objets connectés nécessitent comme interaction la voix. Donc pour le coup, on va proposer d'ici quelques années, donc c'est pas notre première mission c'est dans le son social, quelques années de pouvoir monétiser ces nouveaux marchés qui sont créés et qui sont à travers la voix. Bonjour Robin, je suis étudiant en école de journalisme. Vous avez beaucoup parlé du passage au numérique pour tout ce qui était musical, mais au niveau de l'information en termes journalistiques, comment l'information va s'adapter au niveau du contenu et du format? Pour RTL, oui. Mais Joël peut en parler aussi pour Radio France, je pense qu'on partage la même... bon, déjà, le journalisme numérique qui ne répond pas au même code, Joël le disait un peu tout à l'heure, répond pas au même code que le journalisme papier, le journalisme traditionnel. Donc on a eu, et ça commence à progresser bien, ça, les écoles de journalisme font un vrai travail là-dessus, parce que on a eu quelques années, moi je me souviens au début quand je suis arrivé il y a encore 6 ans, et certains dans la salle travaillaient avec moi à ce moment-là, on avait la difficulté à trouver des profils un tout petit peu aguerris, qualifiés là-dessus. C'était une façon d'écrire que nos journalistes radio ne possédaient pas du tout. Tu l'as dit Joël, c'est vrai, on est toujours confronté à ça, hein. On a des gens qui sont dans la culture audiovisuelle et qui ne sont donc pas forcément habitués à écrire des choses, et encore moins à écrire pour le web, à écrire avec des règles qui sont celles du référencement, et donc ça répond à des logiques qu'on a eu beaucoup de mal à trouver. Donc on commence maintenant
maintenant à trouver des profils comme ça. Nous, on a envie d'ailleurs d'aller plus loin là-dessus et au-delà de simples partenariats avec les écoles, vraiment d'arriver, comme on le fait d'ailleurs avec la bourse Jean-Baptiste Dumas à RTL, où on récompense de jeunes journalistes pour qu'ils deviennent journalistes radio. On a un peu la même approche aujourd'hui, la même philosophie d'essayer de monter des choses pour donner envie à des gens de venir travailler chez nous, de venir se former chez nous. Je pense que c'est une bonne façon de former la génération de journalistes demain qui va venir nous rejoindre là-dessus. Donc on est quand même encore en difficulté aujourd'hui, par exemple, sur des profils chez nous. Je prends, c'est peut-être pas la même chose ailleurs. Je trouve qu'on a du mal à trouver des profils mixtes qui sachent produire à la fois du texte et donc des bons papiers, qui soient des vrais journalistes, mais qui sachent aussi produire de l'image. Ça, c'est des profils encore un peu hybrides où on a soit des gens très spécialisés sur l'image et qui ne sont pas vraiment journalistes, soit des gens qui sont vraiment spécialisés sur la rédaction et donc qui ont plus de mal à produire des images. Donc ça, c'est une difficulté. Et après, tout ce qui est infographie, data vis est également une difficulté puisque là, soit vous les achetez auprès de prestataires externes, toujours un peu décevant parce que c'est les mêmes que vous retrouvez partout, soit vous voulez les produire vous-même et là, on a une difficulté de qualification des profils sur ce type de métier très spécifique. Je ne sais pas si ça répondait complètement à votre question, mais c'est ce que je pouvais vous dire de notre expérience chez nous à RTL. Nous, on a, alors Radio France, on est confronté, alors là, pour le coup, comme tous les médias, sur l'information, on est impacté directement par les usages numériques. Parce qu'on parlait de notre prospérité sur la question globale de la consommation du média, mais sur l'information sur lequel on avait, même d'ailleurs l'ensemble des médias, avait un mode de consommation qui était un peu captif. Les gens s'informaient à la télé, dans tel journal, à telle radio, ça a explosé, vous le savez, et on ne va pas le réexpliquer. Par contre, du coup, on est impacté. C'est vrai que, par exemple, sur une chaîne comme France Info, effectivement, France Info est impacté, on le voit sur ses audiences, par la façon... Elle était, il y a 20 ans, 25 ans, c'est une chaîne qui a 25 ans, elle a inventé le journalisme en temps réel, 24-24. Bon, effectivement, maintenant, le journalisme tout le temps, toute la nuit, toute la journée, ça existe partout, en tout lieu, sur Twitter, etc., sur Facebook, sur la presse écrite, les sites, tout ce que vous voulez. Donc, c'est vrai qu'on doit encore s'adapter et qu'on est encore en situation un peu défensive quand même. Hein. On ne peut pas dire qu'on soit encore très en pointe. On fait notre boulot. Et là, on est face à des questions de mutation, clairement. Radio France, c'est un peu plus de 700 journalistes. Donc, c'est un boulot de formation, c'est un boulot de polyvalence, c'est un boulot de recrutement spécialisé, c'est un boulot d'équipement, c'est un boulot de conviction, etc., etc. On travaille sur tous ces fronts à la fois. Donc aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner l'exemple du Move. On a une rédaction de 11 journalistes et c'est à peu près représentatif. Ça a été fait assez vite parce que c'est une petite chaîne et donc c'est ce qu'on met en place petit à petit sur l'ensemble des chaînes. C'est la spécialité et la polyvalence. C'est-à-dire qu'on a 2 journalistes web mais qui peuvent faire des sujets à la radio, qui ont été formés dans les écoles en radio, et 7 journalistes radio, plus un rédacteur en chef, une rédactrice en chef adjointe, qui, eux, font une version web de leur papier. Et l'ensemble de cette rédaction, on peut dire qu'elle est polyvalente, qu'elle est bimédia, mais qu'elle a une dominante, c'est que prioritairement, elle fait soit pour le web, soit pour l'antenne, et elle peut faire un complément dans l'autre version. On a équipé l'ensemble des journalistes, donc pour l'image, on a dit ce sera du smartphone, parce qu'on ne voulait pas équiper en photo, en caméra professionnelle et remettre une deuxième filière de production. Donc en fait, c'est de l'Android, Samsung ou de l'iPhone, principalement du Samsung Android, et dans lequel on a une application spécifique pour prendre en photo, pour archiver les photos, les indexer, etc. Donc là aussi, on travaille sur le nombre, sur le volume, parce qu'il faut former tout le monde, on forme les gens à l'écriture web, etc. Donc on est impacté sur le numérique, on doit s'adapter dans la façon de compléter, d'avoir un éventail autre que celui effectivement de la chronique radio. Aujourd'hui, un éditorialiste, un chroniqueur, un journaliste, un reporter, il va de plus en plus, et ce sera systématique à très court terme, faire autre chose qu'une simple intervention sur la radio. Il va indexer ce sujet pour le podcast et pour le site web. Il va éventuellement compléter le sujet en rajoutant des ressources et des liens. Et il va, dans certains cas, quand il fait du reportage long et quand il est sur le froid, parce que sur le chaud, il n'a pas toujours le temps, il va faire à ce moment-là un article anglais plus long dans lequel il va ajouter des photos.
ou de la vidéo. Voilà. Donc on cherche à garder notre dominante, qui est quand même de fournir du flux audio, mais en le complétant et en enrichissant ce contenu, en sachant que faire de la radio aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, ça n'est pas uniquement parler dans un micro, c'est parler dans un micro, mais ensuite d'écrire en sortant du studio ou avant d'y rentrer, les données et le mini-résumé qui est effectivement ce qu'on vient de dire. Donc c'est tout ce travail de journalisme numérique effectivement qu'on fait et qu'on continuera à faire. Je voulais vous poser une question, enfin plus une remarque au contraire qu'une question, et vous faire réagir dessus sur le changement que Netflix a produit dans sa manière de recommander. Parce que donc auparavant c'était par algorithme, avec comparaison des goûts des utilisateurs, et là ils ont complètement abandonné ça maintenant. Non, en fait, j'ai été très surpris, j'ai regardé ça très très près. Ils ont en fait abandonné les algorithmes au profit de sous-catégories, de 70 000 sous-catégories de films. Alors effectivement, vous avez raison, ok. C'était déjà une partie de l'algorithme par avant. Par contre, ce qu'ils ne font plus, c'est la comparaison des goûts, des notes que les gens mettent sur les films pour leur suggérer autre chose. Et pour une raison simple, c'est que c'est finalement pas très satisfaisant pour l'avoir utilisé moi-même quand je vivais aux États-Unis. On découvre pas en fait beaucoup de nouvelles choses. Bref, ils ont abandonné ça et finalement ils en sont venus à un usage qui ressemble d'ailleurs à celui que décrivait Monsieur Filliol, Xavier Filliol sur Radio Line, c'est-à-dire que les gens zappent. Ils commencent à regarder un film et puis si au bout de 5 minutes ça les gonfle, ils changent de film, ce qui est quand même un peu particulier. Pas précisément mon goût du cinéma, mais ça ressemble à ça. Et je voulais savoir un petit peu comment, par rapport à ça, qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à la manière dont vous imaginez que les gens vont découvrir les contenus en ligne Mais toujours pareil, là, il y a rappelons les fondamentaux du produit radio, qui, et encore une fois, je ne vais pas m'étendre parce que je l'ai défendu avec un peu de conviction tout à l'heure, c'est que c'est un produit linéaire, passif. Donc, et croyez-moi, à l'heure du tout interactif, le linéaire passif a un grand avenir. Ça, pour une partie de notre activité, là-dessus, on n'est pas concerné par ça, parce qu'on notre capacité à exister, c'est la trilogie distribution, programme et marque. Bon. Donc, par contre, pour toute la partie non linéaire, et là, que ce soit dans nos catalogues profonds de nos archives ou nos offres musicales, par exemple, on citait le cas des RF8, on pourrait parler des web radios, etc. Là, on est impacté parce qu'effectivement, il faut qu'on sache, on est dans du contenu à la demande, et là, ça demande d'acquérir des technologies ou des humains pour faire les deux. Parce qu'il faut se rappeler, quand même, c'est le mix des deux qui marche. Pandora, pourquoi ça marche? C'est qu'en fait, il y a plus de 400 documentalistes qui décrivent à chaque fois tout, et que c'est la profondeur de la qualité de la description qui va permettre de faire des matchs. Mais ça repose sur une faiblesse fondamentale qui est que la découverte ne se fait pas que par affinité. Parce que sinon, vous écoutez toujours la même chose. Ça se fait par contraste aussi. C'est ça que, par exemple, FIP, on arrive à faire, mais c'est un produit qui peut exister qu'une fois, parce que c'est un produit spécifique, qu'un produit de luxe un peu. Mais c'est que vous écoutez du classique et d'un seul coup, vous passez sur Iggy Pop et qu'on a su faire cette transition pour une raison X ou Y et que ça marche. Et ça, vous ne pouvez pas et la recommandation, ceux qui ont acheté ça ont aussi acheté ça, ou dans le même genre, vous écoutez du jazz, donc je vais vous reproposer encore du jazz, c'est tarte à la crème, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ou le sandwich Chopin, quoi, c'est à un moment donné, vous avez... Ce qui compte, c'est le contraste. C'est ça qui fait que c'est intéressant. Bon. Et c'est là où, nous, on est, nos entreprises, on a un défi important sur l'indexation, sur donc l'ingénierie d'indexation, et à Radio France on a la chance d'avoir un service donc de documentation avec des gens qui travaillent sur ces sujets, notamment à des fins d'archivage, parce qu'on y est tenu pour des raisons légales. C'est effectivement de la technologie, et c'est un mix des deux qu'il va falloir faire fonctionner. Ça, aujourd'hui, on n'est pas encore dans ces logiques qui sont celles de Netflix, parce que notre boulot, d'abord, avant tout, c'est pas d'exploiter un catalogue, c'est d'exploiter un produit fortement qualitatif et unique. Donc la question du catalogue, ça se pose pour l'instant pour un certain nombre de nos offres, mais c'est pas encore assez déterminant pour qu'on y consacre, je dirais, des pans on va dire majeurs de nos activités, quoi. Et juste une dernière question qui s'adresse spécifiquement à vous. Donc, j'ai été surpris en tant que... Donc, je travaille dans le web, mais j'écoute beaucoup la radio, et essentiellement Radio France. Désolé. Mais quand même
plusieurs heures par jour, littéralement, très surpris de voir apparaître ce trimestriel, magnifiquement fait du reste, hein, mais papier, que produit France Culture. France Culture, papier, oui. Et en tant que gars du web, j'étais sidéré. C'est-à-dire que tout d'un coup, au lieu de voir apparaître ça sur le site de France Culture, comme je m'y attendais, je le rêvais, pouf, c'est un papier qui est sorti. Je voulais savoir quelle était la logique de ça, quelle était la logique qui a présidé à ce choix-là. Alors, il faudrait poser la question au directeur de France Culture, Olivier Poivre d'Arvor, mais la logique, elle est tout simple. Elle est d'exploiter une opportunité de marché et de répondre donc à une demande ou de la créer. Et effectivement, pour le coup, ça se plaçait dans cette, comment dirais-je, cette trouée et cette mode du MOOC qui a été notamment, ou du reportage long ou des formats papier trimestriels, qui a été créé par 21 et d'autres suivants, où on s'est bien aperçu que, contrairement à toutes les prévisions, à les études aux tendances, finalement, faire un truc sans images très long, avec beaucoup de textes très longs, ça marchait et que les gens, effectivement, en raffolaient et ils en redemandaient. Donc, effectivement, là, France Culture, dans une logique de diversification, a effectivement exploité une partie de son fonds d'archives dans un autre format qu'est le papier, avec un produit d'édition, et ça marche très bien, ils en sont très contents. Et justement, ça marche parce que c'est pas attendu. Il y a un site web de France Culture qui recèle les émissions, d'ailleurs les mêmes contenus, l'interview, il y a 3 numéros avec Depardieu dans À Voix Nue, on peut l'entendre. Ben là, on en fabrique un autre produit pour une autre audience. Voilà. Et le papier a des beaux jours devant soi encore, et d'ailleurs les chiffres de vente de France Culture papier l'ont prouvé. C'est une approche de diversification, et ça n'exclut pas d'autres formes ou d'autres exploitations numériques. Je voulais juste vous poser une question sur Google. Est-ce que vous allez avoir un moteur de recherche qui va permettre, par exemple, de rechercher toutes vos archives, de les retrouver de façon, on va dire, un peu indépendante de Google, et comment vous allez aussi être impacté par le projet qu'ils ont d'avoir des voitures automatisées qui vont faire qu'effectivement les gens ne seront plus forcément passifs à écouter une information, la radio, en allant à leur travail. Disons que s'il y a des voitures automatisées, c'est sûr qu'il y aura moins de conducteurs pour écouter les programmes. Hein. Là, oui. Alors, je dirais que dans les discussions qu'on a, je pense que c'est pareil chez toi, on n'est pas à court terme très inquiet de l'impact des voitures automatisées sur le marché de la radio. Hein, voilà, on va se le dire entre nous. Mais par contre, on est passionné parce que, enfin moi à titre personnel, parce que je suis fan de ce genre de technologie, mais on sait que tu as une nouvelle voiture maintenant. Voilà, exactement. C'est une voiture de fonction, du service public, milieu de gamme, très bien, une 308, et elle équipe. Bon. L'argent de la redevance est bien utilisé. Donc en fait, bon, la voiture connectée, on va se garder ça pour la décennie suivante, mais enfin, comme tout ce qui arrive, on est par contre très attentif à ce qui se passe dans les bagnoles, hein, pour une raison simple, c'est que 26% du marché de la radio se fait en voiture, donc c'est sûr qu'on regarde de près, à la fois avec les équipementiers, à la fois avec les constructeurs, à la fois avec les intégrateurs et distributeurs dont on parlait, parce qu'il y a Pandora aujourd'hui dans les bagnoles, hein, il y a aussi, bon, donc ça c'est clair, mais après, on a des réponses qui sont pour l'instant. Le cycle d'intégration de technologie dans les voitures, de l'aveu même de Volkswagen ou Renault, par exemple, c'est 7 ans, entre le moment où vous avez identifié un besoin, vous avez testé, et puis vous allez le déployer en grand public. On a vu le cas sur le GPS, et toutes les technologies, ce sera toujours le cas pour l'instant. Donc, on a un peu de temps. Sur l'autre question, le moteur de recherche, clairement, je fais un aveu, pour ce qui concerne Radio France, c'est un des gros points faibles de nos sites, qui en ont par ailleurs un certain nombre d'autres, point faible, mais celui-là c'est un point noir. Ça fait partie de la to-do list, c'est-à-dire que en fait, quand vous avez, là on vient de migrer le site France Info, on a ouvert une nouvelle version aujourd'hui à 12h40, on a migré 1,5 Tera de données parce qu'on a 5 ans de profondeur d'archives. Bon, sans moteur de recherche pertinent, c'est compliqué. Mais toujours pareil, moteur de recherche suppose indexation. Si vous indexez des données associées qui sont imparfaites, ça ne vous donne pas des bons résultats, etc., etc. Donc aujourd'hui, effectivement, ça
on le dit, à vous, auditeurs de toutes les radios et contribuables de la nôtre, on est navré, les moteurs de recherche de nos sites ne sont pas suffisamment performants et ça fait partie des choses qu'il faut qu'on corrige à court terme. Maintenant que tu l'as confessé, je peux dire +1 parce qu'on a le même souci. Les moteurs de recherche intégrés à nos sites sont peu performants et techniquement, c'est pas simple du tout d'avoir des algorithmes qui fonctionnent bien là-dessus. Donc, on a un point d'amélioration. On va dire qu'on en a sous le pied, Joël, là-dessus. Ça va nous aider parce que c'est important dans l'indexation de nos contenus. Ça. Pour aller chercher une archive sur franceculture.fr, vous faites Google site de points et ça marche mieux. Bon, bonsoir à tous. Je m'appelle Louis Moulard, je travaille chez Faber Novel, comme Pierre-Yves. On a beaucoup parlé d'acteurs comme Netflix, comme Spotify ou encore de Bobbler. Il y a un acteur qu'on n'a pas encore cité, c'est Humano. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui permet de transformer des articles web en radio en les faisant lire par des acteurs professionnels. Je trouve que c'est un concept très intéressant, je suis moi-même fan de cette app. Je voulais savoir ce que ça vous inspirait et est-ce que vous avez décidé peut-être de travailler avec eux ou de vous inspirer de leur modèle. Merci. Alors, joker pour moi parce que je ne connais pas, donc vous me l'apprenez. Super, je vais aller regarder, parce qu'on est quand même curieux de nature. Je pense que Joël, pareil, s'il ne connaît pas. Mais dans l'approche, c'est super séduisant, ce que vous nous dites là. Le problème, c'est le coût. C'est que j'imagine que ça ne doit pas être donné. En tout cas, on parlait tout à l'heure de robots qui pourraient incarner la radio auxquels on ne croyait pas. Ça, bien sûr, c'est une approche humaine, donc c'est beaucoup plus séduisant sur le papier. Mais qui dit humain dit coût. Et donc, je pense que voilà, faut regarder le modèle économique de tout ça. J'étais parti pour inventer un pipeau, machin, mais là je connais pas en fait ce truc, donc je vais vous le dire. Par contre, je vais quand même dire un truc, c'est que il y a quand même une différence d'écriture. C'est-à-dire que lire un texte est littéraire ou journalistique. C'est pas de la radio, c'est de la lecture. C'est de la lecture. C'est-à-dire que d'ailleurs, dans nos chaînes, on a des lectures, on a de la fiction mise en scène, fiction radiophonique, on a aussi des lectures, il y a des gens qui viennent lire, mais le contenu de radio, il est écrit pour être lu en radio. Quand vous écoutez une matinale, ce qui est fluide, et quand vous entendez, que ce soit Patrick Cohen chez nous ou les présentateurs sur France Info ou France Culture, ils improvisent pas, ils ont en règle générale tout écrit. Bon, c'est une écriture de radio. Bon, donc vous pouvez prendre n'importe quel pan de contenu littéraire et le lire, ça fait un produit qui est un produit à mon avis passionnant, et je pense que ça répond à une demande et ça peut avoir un grand avenir. Au sens organique du terme, c'est de mon point de vue pas de la radio, ce n'est pas du flux. C'est un contenu de stock qui est effectivement rendu disponible par une autre forme. Mais c'est intéressant, enfin c'est clairement tout ce qui favorise l'écoute audio sur quelque support que ce soit nous permet à nous de prospérer parce que ça permet de fidéliser les gens, de favoriser l'écoute, etc. Pourquoi aujourd'hui le mobile, et je conclue là-dessus, est un support le smartphone est un support d'avenir pour la radio, c'est que à la base, c'est que l'iPod est passé par là. Et l'iPod, c'est une discothèque qui permet d'écouter de la musique. Les premiers iPods, on ne pouvait pas écouter la radio dessus. Ils n'étaient pas connectés. Bon, bah, c'est ça. Ça a été des fricheurs. Bah, nous, c'est intéressant. Donc, tout ce qui va dans ce sens-là nous intéresse. Ouais. Que ce soit, donc, évidemment, Bobbler, que ce soit SoundCloud, ou Audioboo, ou d'autres choses, c'est aussi intéressant. Ça participe d'un écosystème. C'est pas parce qu'on a une vieille industrie qu'on est contre l'écosystème de l'innovation, parce qu'on en a besoin, on s'en inspire, et que ça crée des usages. SoundCloud aujourd'hui, c'est hyper intéressant. Ils arrivent à faire des trucs. Ils ont rendu populaire un format d'écoute. Notamment, sur le Move, par exemple, on va chercher des mix d'artistes électro sur SoundCloud qu'on passe in extenso sur nos antennes. Et ils ont aussi popularisé un truc avec cette forme d'onde, etc., qui est intéressant, qui matérialise en fait un contenu qu'on lit, etc. Donc tout ça, moi, je suis assez favorable et je trouve ça très bien. C'est sur l'indexation, c'est pour Bobbler, parce que c'est un des trucs que j'ai du mal, c'est une faiblesse, j'ai l'impression. C'est difficile de retrouver un contenu parce que c'est géolocalisé, en fait, c'est la règle pour retrouver les bulles. Et est-ce que vous envisagez de faire évoluer, parce que c'est un peu les mêmes problèmes que pour finalement tout ce qui est son et information sur Internet, quoi. Bah alors nous aujourd'hui, la manière de découvrir les contenus, c'est donc par la géolocalisation, mais c'est un usage assez marginal.
parce qu'on s'est rendu compte que les gens c'était pas obligatoirement pertinent de chercher des contenus autour de soi parce que on n'a pas obligatoirement des contenus ultra intéressants autour de soi. La deuxième manière, c'est de trouver par intérêt, parce que du coup, c'est vraiment le même fonctionnement entre guillemets en termes de réseau que Twitter, c'est-à-dire qu'en fait, on s'associe à des gens, à des grappes de personnes par des grappes d'intérêt. Donc en gros, la majeure partie des utilisateurs vont chercher dans les intérêts. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans littérature, ils vont aller dans reportage, ils vont aller dans n'importe quel intérêt et trouver du contenu. Donc pour l'instant, ça se passe comme ça. Ensuite, nous, on permet de mettre un titre à sa bulle. Et là, justement, on est en train d'initier, on commence tout juste, un travail de R&D, justement, pour permettre justement de développer toutes ces technologies autour du speech to text et à terme, de pouvoir proposer des contenus dans lesquels sont cités certains mots qui pourront faire remonter les bulles en fonction de la recherche. Après, il y a aussi une manière plus simple de le faire, qui peut être utilisée aussi par la radio, c'est faire en sorte que les utilisateurs taguent les bulles ou les contenus radio, par exemple, de manière massive. Il faudrait faire en sorte de contrôler en gros la qualité de la personne qui met les tags pour dire qu'il y a des personnes comme Wikipédia qui contrôlent un peu le contenu, mais ça peut être par exemple aussi, c'est une solution plus simple, plus scalable aussi, qui demande moins de fonds et moins de technologie, de permettre justement aux utilisateurs, en écoutant la bulle, de mettre tous les contenus qu'ils ont entendus, tous les mots-clés qui ont été cités dans la bulle. Ça peut être une solution à moyen terme, et à long terme, c'est vraiment de la techno très très lourde à développer. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc, il est 9h, je vous propose qu'on arrête. Non, il y a encore, vas-y. Juste une petite annonce. Pour ceux qui s'intéressent à la radio 2.0, c'est que moi je co-organise les rencontres radio 2.0 qui auront lieu cette année le 13 octobre à Radio France au Studio 105. Donc si c'est un sujet que vous suivez, vous êtes les bienvenus lundi 13 octobre à Radio France. Vas-y. Je réponds encore à ta question. Le problème de l'audio, c'est qu'il faut l'écouter pour l'apprécier. C'est-à-dire que vous voyez un tweet, vous le scannez d'un coup d'œil, vous voyez 50 informations en même temps. L'audio, il faut l'apprécier. Donc la question, c'est pas seulement de taper Louis XIV et d'avoir toutes les bulles sur Louis XIV, c'est parce qu'il va falloir les écouter. Donc ce qui est plus important, c'est la découverte, la recommandation, l'éditorialisation, qui va faire en sorte d'accéder le plus facilement et le plus rapidement à des contenus de qualité. Donc c'est ça qui est plus important, plutôt que de dire je vais taper tel ou tel mot et je vais trouver toutes les bulles qui citent ce mot-là. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, je pense. Aussi. C'était un petit complément. Ok. Et je vous propose qu'on en finisse là. Donc merci à tous pour votre participation et à vous pour vos questions. Merci.